Parfait, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Je crois que vous sortez d'une plénière qui a été extrêmement intéressante et je remercie nos panélistes d'avoir fait l'ouverture de cet événement. Nous rentrons maintenant dans le vif du sujet, donc dans cette salle qui parlera tout au long de la matinée de la transaction liée au carve-out, avec l'autre salle en parallèle de l'autre côté qui parlera plutôt des opérations. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous propose peut-être de découvrir les intervenants. À ma gauche, Pierre Vergrit, qui est en charge, qui est API Carve-out Project Leader chez Sanofi, en charge d'un carve-out visible, connu et important, qui aura lieu courant 2022, je crois, on en reparlera. Bonjour à tous. Bonjour. Emilio Zito, directeur M&A, Relations investisseurs et marché pour le groupe EDF. Bonjour. Benoît Parnet, d'abord Michel Erard, ex-DRH Europe du groupe Mondelez, mais aussi de beaucoup d'autres. Vous aurez également à partager avec nous les aspects RH, people de ces grandes opérations. Bonjour. Et Benoît Parnet, partenaire et cofondateur d'Oneida, associé, qui est partenaire fondateur de cet événement, que je remercie, qui, avec Oneida et Oasis, accompagne au quotidien les directions générales dans les aspects people, organisation et transaction. Effectivement, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Alors évidemment, quand on s'est posé un petit peu la question de ce qu'on allait vous dire ce matin, on a envisagé évidemment beaucoup d'aspects. Le premier, étant donné qu'on va parler de beaucoup de choses tout au long de la matinée, c'est peut-être de se concentrer sur la décision, sur les choses qui vont faire pencher du côté du retournement en interne. Est-ce qu'on va vouloir préserver une activité? Est-ce qu'on va vouloir la faire la retourner ou plus simplement la rendre plus performante? Ou est-ce qu'on va vouloir s'en séparer? Donc on est dans la décision. Et peut-être justement, je commence avec vous, Benoît. Le carve-out, c'est évidemment un sujet de stratégie long terme, de portefeuille, de joyaux qu'on a envie de garder ou non. Mais c'est aussi finalement un sujet de culture sur l'acte de passer à l'action, le fait de passer à l'acte justement dans le carve-out. Alors quand vous nous avez présenté le thème, on a eu deux réactions, de la traiter sous l'angle effectivement cession versus retournement. Et donc là, il y a une dimension clairement stratégique, à savoir si l'activité fait partie de la roadmap stratégique du cœur de métier qu'on veut développer demain, ou alors c'est une activité sur laquelle on ne veut plus investir et sur laquelle on pense qu'on n'est plus le bon actionnaire et qu'il faut trouver un acteur sur le marché qui aura le bon positionnement et la stratégie pour soutenir cette activité, surtout si elle est sous-performante. Voilà, juste peut-être un exemple. Lorsque Sagemcom décide, il y a quelques années, de se désengager d'une division industrielle, notamment portée sur des activités de sous-traitance pour des clients tiers, et deuxièmement de se désengager d'activités historiques dans le domaine du fax ou du téléx, pour se projeter sur des activités où ils ont de l'innovation et un temps d'avance sur la concurrence, notamment sur les technologies broadband ou sur tout ce qui touche au smart grid. C'est une vraie vision. Ils passent de 1,4 milliard à 800 millions d'euros de chiffre d'affaires en 3-4 ans pour rebondir à 2 millions sur une stratégie cœur de métier. Milliards, pardon. On leur souhaite. Milliards. Voilà. Donc le deuxième angle, c'est plutôt effectivement de se dire est-ce que il y a des aspects d'enjeux économiques, de réputation, d'ingénierie sociale, de mise en œuvre qui doivent être pris en considération dans ce genre d'opération, et de se dire est-ce qu'on doit restructurer avant de céder, ou éventuellement de se dire vaut mieux laisser cette partie-là dans le cadre d'une négociation avec le repreneur qui, lui, par rapport à sa stratégie de développement, nous indiquera comment procéder. Et justement, Michel, vous me parliez d'une anecdote ce matin. Plein de choses peuvent rentrer en compte pour motiver un carve-out, qui est un sujet complexe, on y reviendra. Et vous avez une anecdote assez particulière sur deux aspects, les raisons d'un carve-out, mais également l'effet de surprise que ça peut faire et avoir sur des collaborateurs à tous les niveaux d'ailleurs. Oui, alors, je parlerai finalement de l'expérience collaborateur en matière de carve-out. C'est-à-dire que les aspects financiers, les aspects business sont toujours au devant de la scène. Par contre, ce que va vivre le collaborateur quand on va lui annoncer le carve-out ne sont pas toujours pris en compte.
Et je prendrai simplement pour dire que parfois c'est une surprise, même si on a préparé le terrain. Je me souviens, alors que j'étais encore chez Mondelez, avoir été invité, pour ne pas dire convoqué, par le directeur général des activités au niveau européen. Je m'occupais des ressources humaines sur plusieurs pays. Et me disant, nous allons vendre une partie de l'activité. Il y avait 4 personnes autour de la table, les 2 DG concernés et moi-même et le DRH Group. Et nous étions les seuls à avoir cette information au niveau européen. Il y avait à l'époque 30 000 personnes en Europe, et l'idée c'était de vendre une activité qui employait 10 000 personnes, donc quelque chose d'assez significatif, et qui était le cœur, enfin au vu des collaborateurs en tout cas, et de ce qu'on racontait dans l'entreprise, le cœur du business européen. C'est ce qui produisait une partie importante en matière de chiffre d'affaires, mais surtout en matière de résultats. Et la question, c'était, d'un point de vue ressources humaines, comment fait-on ? La France et l'Allemagne sont les 2 pays les plus concernés et les 2 pays les plus compliqués. Donc comment va-t-on faire d'un point de vue ressources humaines ? Merci de venir nous revoir sous 8 jours. Mais surtout, vous n'en parlez à personne. Donc déjà, le management au plus haut niveau était quand même un peu surpris. Enfin, moi j'en étais, en tout cas pour ne pas dire perturbé. Et c'est dire... comment les collaborateurs, par rapport à une histoire qui n'a jamais été écrite, qui n'a jamais été dite, comment les collaborateurs vont prendre l'affaire et comment, effectivement, on va traiter ça en matière d'enjeux, en matière de ressources humaines. Je pense qu'on reviendra sur le sujet. Mais tout ça pour dire qu'un carve-out, c'est souvent une nouvelle histoire pour une entreprise et il faut savoir comment l'appréhender, notamment au niveau social. Et alors, enfin en tout cas, céder une des activités les plus contributives à la marge, pour quelle raison finalement ? Ah oui, alors ça c'est la fin de l'histoire, donc je suis obligé de dévoiler. Donc bien évidemment, vous avez compris, il s'agit de Mondelez. Et à l'époque, Mondelez vendait son activité la plus rentable, qui était une activité café. Et pourquoi cette société a vendu son activité café ? Simplement parce que, comme vous le savez peut-être, la matière première est très fluctuante. Ça peut être en matière de prix, ça va du simple au double en fonction des années, en fonction des productions. Et ça influe bien évidemment, compte tenu du poids sur le résultat, le cours de bourse. Et les actionnaires avaient décidé, pour des raisons stratégiques, que cette influence de l'activité sur le développement de l'entreprise n'était pas souhaitable. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, ils avaient vendu cette activité. Donc, imaginez cela dans la vie au quotidien des collaborateurs, de la mission que se donnait l'entreprise, de la vision qu'elle donnait régulièrement à l'ensemble des collaborateurs, vous pensez bien que ceci n'avait jamais été dévoilé. Et donc, vous voyez le gap qu'il peut y avoir en matière de compréhension, d'engagement des équipes et d'une décision qui peut se trouver relativement loin, éloignée en tout cas, des préoccupations des collaborateurs et de ce qui peut les motiver pour venir travailler tous les jours. Merci Benoît et Michel pour cette première intervention. Pour rentrer peut-être un petit peu dans le sujet avec Pierre Vergrit à ma gauche, donc carve-out au retournement, pourquoi, quand, comment, votre retour sur ce sujet complexe, qui est un sujet que vous me le disiez assez finalement décorrélé des marchés, enfin même c'est un impact mais presque intime avec la stratégie de la boîte, parce que c'est un sujet complexe, compliqué et que seulement la valorisation ne va pas justifier de passer à l'acte sur un si gros projet. Non, je pense qu'on l'a dit, le premier sujet, il est stratégique. C'est vous avez un portefeuille d'activités et il y a un moment où il faut se poser la question, est-ce que vous êtes le meilleur propriétaire toujours de cette activité ? Peut-être vous donner l'exemple un peu du projet sur lequel on travaille, qu'on a lancé début 2020. Donc l'idée pour Sanofi, c'est de carve-outer son activité de développement, fabrication et commercialisation de principes actifs des médicaments pour les tiers. Donc dans le médicament, vous avez le principe actif, le paracétamol par exemple. Et vous avez, après, les formes finies, gélules, etc. Ce sera le Doliprane. Donc on est vraiment sur la partie amont. Et historiquement, la partie la plus importante des développements de médicaments était sur la synthèse chimique. Donc Sanofi avait un réseau d'usines chimiques de 11 usines. Et progressivement, avec l'évolution du marché plutôt vers les molécules dites biotechnologie, on se retrouve en surcapacité sur notre activité chimique avec ces 11 sites. On a petit à petit, et ça remonte à 10-15 ans, développé une activité de prestation, de fabrication, de développement pour des tiers. C'est une activité assez tactique avec ces surcapacités que l'on avait. Aujourd'hui, on est dans une situation où on se dit,
Sur ces 11 usines, j'en ai 6 qui travaillent à plus de 50% pour les tiers. Est-ce que ça fait encore sens d'opérer cette activité dans Sanofi? Ça nécessite des investissements, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue industriel, pour maintenir ce réseau au niveau. Donc on se dit, est-ce que c'est encore intéressant de garder ça dans le périmètre de Sanofi, alors qu'à l'inverse, il y a un besoin sur le marché et que ces capabilities et ces capacités pourraient être mieux utilisées si cette activité ne faisait pas partie de Sanofi, parce que quand vous êtes un concurrent qui cherchait à développer un principe actif et à le faire fabriquer, c'est pas intuitif d'aller voir Sanofi, qui est un de vos grands concurrents, pour le faire. Donc là, clairement, on est dans un cas où assez facilement, c'est un processus qui met du temps à être métabolisé en interne, en termes de stratégie, mais on se dit, cette activité, soit on doit la restructurer dans 3 ans de manière massive, soit il y a une opportunité, mais à ce moment-là, on n'est plus le bon propriétaire, on n'est plus le bon actionnaire. D'où le carve-out. Donc c'est une opération qu'on a démarrée début 2020. On aura finalisé ce carve-out, si tout va bien, à la fin de l'année 2021. Et donc on envisage une introduction en bourse l'année prochaine via IPO, si les conditions de marché le permettent. Sanofi gardant 30%. Donc vraiment, le cœur du sujet, c'est avant tout un sujet. Alors j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est vraiment un sujet stratégique de gestion du portefeuille d'activité. Et du coup, vis-à-vis du contexte, parce que c'est intéressant de réfléchir au carve-out par rapport à la façon dont on le fait, l'exit, vu que vous voulez garder une certaine partie de l'activité pour vous, puisque vous produisez aussi pour vous-même et que vous trouvez ça... que du coup le fonds de private equity sera peut-être un peu trop court terme par rapport à cette vision long terme que vous gardez dans cette activité, et le fait que du coup par contre un industriel concurrent là aussi voudrait prendre la totalité, l'IPO est la seule solution. Exactement, c'est exactement ça. Comme je disais, ces sites travaillent à 50% pour les tiers, mais à 50% pour Sanofi. Donc il y a un avenir commun encore extrêmement important, d'où l'IPO. Merci. Et pour revenir sur le sujet de la confidentialité ou de l'onboarding dans le projet, vous, au début, ça s'est passé comment chez Sanofi par rapport à ce que Michel disait sur les 4 personnes dans un bureau Alors, il y avait une tentative il y a 3-4 ans. Le projet avait un petit peu mûri, avait avancé, etc. Donc il y avait un embryon d'initiative qui avait été lancé, mais qui avait été arrêté. Et la raison n'était que le périmètre. Donc ça, je pense, c'est un autre élément sur lequel on pourra revenir. Ce qui est important, c'est de bien définir le périmètre au départ aussi. Le projet, il y a 3-4 ans, était trop petit. Sur les 6 sites, il n'y en avait que 3. Ça n'a pas fonctionné. Donc là aussi, il y avait quelques idées. Mais oui, ça s'est passé très vite. Moi, j'étais sur un autre job. On m'a appelé le matin. On m'a dit on démarre la semaine prochaine. Les annonces sont prêtes. Allons-y. Tout en sachant qu'on partait sur 2 ans de projet. Je pense qu'il faut avoir en tête, alors ça dépend de vos activités, de votre organisation, du périmètre géographique. Là, on parle d'une dizaine de pays concernés à travers le monde. Ce sont des projets longs et exigeants. Merci beaucoup. On reviendra sur justement votre implication sur ce projet. Emilio, chez EDF, vous connaissez évidemment les marchés. On parlait d'IPO à l'instant. Vous êtes un des plus gros émetteurs d'obligations, je pense, en France, voire le plus important, a fortiori dans les green bonds. On y reviendra. Puisque vous, effectivement, vous nous disiez, au-delà de la stratégie de la boîte, parfois c'est le marché qui vous pousse à agir à différents titres. Oui, absolument. Alors, la stratégie, donc, comme on vient de le dire, la stratégie et la finance dans les carve-out sont ensemble, elles jouent ensemble. Donc, c'est la stratégie qui définit les critères, qui définit la roadmap, et la finance, normalement, qui définit le chiffrage, qui définit le processus. Le dire comme ça semble facile. La réalité, c'est que les carve-out sont fascinants, mais très compliqués. Le marché, il y a beaucoup de stakeholders qui interviennent dans tout ce qui est carve-out, spin-off. Le carve-out peut être fait, surtout dans notre industrie, pour des raisons de distress. Des fois, ça arrive. Donc, tu veux te désengager ou te débarrasser d'une filiale qui ne performe pas bien ou qui n'est plus dans le scope stratégique de la boîte. Mais la majorité des cas que moi, personnellement, j'ai vu de carve-out, spin-off carve-out dans notre industrie, c'est plutôt pour grandir un business, pour la croissance d'un business. Donc, on le voit aujourd'hui, et c'est là où les investisseurs interviennent en manière déterminante. L'industrie oil and gas,
qui donc a un business bien connu de tout le monde, qui ne se marie pas trop bien aujourd'hui avec tout ce qui est ESG, RSE, donc responsabilité sociétale en termes d'environnement, mais pas seulement. Donc c'est qu'ils sont en train d'imaginer, beaucoup d'entre eux, c'est de carve-outer leur business renouvelable, par exemple, qui est la partie la plus trendy, la partie que les investisseurs commencent à regarder le plus, ou qui probablement n'a pas la même croissance, enfin n'a pas le même yield, n'a pas les mêmes retours que la partie oil and gas classique, mais qui intéresse ces sociétés oil and gas pour leur image, pour suivre ce que les compétiteurs dans l'industrie énergie font, parce qu'aujourd'hui oil and gas et énergie deviennent en fait compétiteurs. Et donc, on voit bien que le carve-out, pour grandir ou pour améliorer son image, améliorer son propre business, pour avoir un futur qu'aujourd'hui on commence à voir, donc, par exemple, dans les renouvelables, pas mal de sociétés commencent à considérer, que ce soit via IPO ou via private placement ou via investisseurs infra, peu importe, mais ils pensent, ils considèrent, ils restructurent leur business. On a l'exemple d'Acciona, par exemple, en Espagne. On a l'exemple de Repsol, toujours en Espagne. ou Eni, en Italie, qui considère de faire cela, ce type de spin-off l'année prochaine. Via IPO ou via private placement, peu importe, mais donner un business particulier qui est presque demandé par les investisseurs d'être traité en manière séparée, et ben voilà, de considérer un spin-off ou un carve-out et de potentiellement ou le mettre en bourse ou faire entrer des partenaires normalement minoritaires, mais ça peut être aussi des partenaires majoritaires. Donc ça pourrait, là, ça, encore une fois, c'est la stratégie qui intervient avec la finance. Est-ce qu'en faisant un carve-out et en faisant rentrer des partenaires, mettons des partenaires privés pour faire plus simple, est-ce qu'on voudrait perdre le contrôle dans certains business, ou est-ce qu'on voudrait plutôt le garder, consolider les bidas, consolider éventuellement la dette, mais ça a un impact sur la croissance, ça a un impact sur le dividende à venir. Donc toutes ces considérations-là sont prises lors stratégiquement et financièrement, sont prises lors d'un carve-out, d'un spin-off. Et comme il y a toujours des surprises dans des événements de haut niveau, on en a une parce que on vous parle retournement au carve-out et Emilio nous parle de carve-out pour croître. Donc ça, c'est intéressant. Donc si on récapitule, vous, quand vous avez une activité qui est stratégique, mais dans laquelle vous pourriez avoir besoin d'autres investisseurs, donc évidemment pour les instituts, pour l'ESG, mais aussi une activité plus classique où vous pourriez avoir, dans le cadre des réinvestissements nécessaires, besoin d'argent de tiers, vous les faites rentrer à 20, 30, 40% tout en gardant le contrôle. Vous diversifiez votre risque comme ça en pouvant. D'accord ? Et alors, juste une question, la finalité de tout ça, parce que là, on parle d'attrait du marché pour l'ESG, par exemple. Donc d'IPOT, on comprend EDF Renewables, ça peut être très intéressant. Mais à terme, le retour, il est pour l'instant encore dans la première entité. Tout le monde met de l'argent dans la deuxième entité. Comment ça va se passer en termes de gouvernance, de cohérence entre les ensembles dans 10 ans, 15 ans ? Alors, là, vous avez parlé des défers renouvelables. La défer renouvelable n'est pas cotée et ne le sera pas, pour l'instant au moins. Donc, ça dépend. C'était au hasard, hein, c'est comme ça. Ça dépend de l'entité. L'oil and gas, encore une fois, c'est facile de penser à ces sociétés-là parce que pour parler des renouvelables, ils ne font pas des renouvelables aujourd'hui. Enfin, ils en font, ils commencent à en faire, mais ils ont des ambitions très importantes à horizon 2025, 30, 50, le net zero 2050 que tout le monde commence maintenant à connaître. Et ben, comment y arriver ? Comment décarboner leur propre activité? Comment écouter leurs propres investisseurs qui leur demandent d'être plus ESG compatibles? Et ben, pour faire cela, pour eux, c'est clairement une voie claire, enfin une voie, la voie la plus efficace, c'est de considérer un carve-out de l'activité renouvelable et peut-être mettre dedans d'autres activités low carbone, enfin voilà, mais pour eux, la réponse est simple. Peu importe le futur, c'est ça le futur. Le futur, c'est qu'ils demandent leurs investisseurs, leur management, leurs stakeholders en général, c'est de se positionner sur un marché dans lequel aujourd'hui ils ne sont pas, où ils sont faibles par rapport aux utilities classiques ou par rapport aux développeurs.
Donc, ils n'ont pas le choix, je dirais presque. Et parce que c'est quand même contre-intuitif d'imaginer sortir un joyau de la couronne, ou en tout cas l'avenir. Peut-être pour aider les gens qui sont dans la salle, vous avez une idée, même au doigt mouillé, mais vous avez une idée du fundraising, de l'augmentation du fundraising en pourcentage, en multiple, que vous ferez plus facilement après carve-out que si vous gardiez l'entité vraiment dans le groupe? C'est complètement différent parce que garder une entité dans le groupe, le financement est un financement normalement groupe ou un financement projet. Mais donc un financement projet, ça veut dire qu'in fine, tu consolides la dette si tu gardes le contrôle, parce que la finalité de le garder dans le groupe, c'est pour garder le contrôle. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, tactiquement, enfin stratégiquement, le monde renouvelable, qui est plus simple à comprendre encore une fois, c'est que tu as beaucoup d'investissements à faire. Prenez l'offshore wind, par exemple. Les investissements sur la période de développement et construction d'un parc éolien offshore surtout sont assez importants, sont massifs. Les ambitions d'1 gigawatt sont aussi importantes, donc il y a beaucoup d'investissements à faire. Et ben, comment les faire? Le bilan des utilities ou des oil majors sont importants, mais ne sont pas infinis. Donc, normalement, la utility développe le parc elle-même, le construit peut-être même elle-même. À un certain moment, pendant la construction ou avant la mise en service, il demande à des capitaux tiers, donc à des investisseurs tiers, qui sont normalement qui ont des retours plus faibles que les utilities, de rentrer dans le capital, donc de repayer la partie déjà développée, de repayer la construction et donc de participer à la mise en service de la centrale. La utility gagne parce qu'il nous repaye, si vous voulez, le développement. Ça nous permet de donc réinvestir le cash obtenu dans de nouveaux projets et donc continuer le cycle. Et pour l'investisseur privé, ou peut-être un IPO, ce serait la même chose, mais mettons l'investisseur privé, l'investisseur infra privé, qui a des objectifs ESG, qui a des objectifs renouvelables, on revient au discours qu'on faisait tout à l'heure, et ben ça leur permet de déployer de l'argent dans des investissements verts et d'être partenaire normalement, donc d'avoir du yield, parce que quand même derrière ça, il y a la composante financière qui est importante, mais surtout donc financièrement ça leur fait plaisir parce qu'ils ont du yield et stratégiquement ça leur fait plaisir parce qu'ils ont déployé de l'argent dans du green projects, green capital. Et puis il y a aussi des sujets politiques qui peuvent arriver. Par exemple, si on imaginait une expertise sur le nucléaire à petite capacité, en ce moment, effectivement, c'est un sujet qui est plutôt bien boosté par les débats, de le carve-outer pour faire en sorte effectivement de permettre à l'APE de devenir plus l'Agence des participations de l'État ou la CDC de devenir plus fortement dans le truc pour le soutenir, et puis également ça peut être un sujet par exemple aussi, la politique également, et évidemment c'est sûr. Sur des groupes comme le vôtre, très importants. Donc on a parlé de politique, on a parlé de marché, on a parlé d'ESG, d'évolution de marché, d'évolution opérationnelle où on se retrouve avec des usines qui produisent en majorité pour des concurrents. Michel, peut-être pour revenir rapidement sur la partie people, vous disiez également d'autres choses qui peuvent justifier retournement ou cession. C'est effectivement la partie prise de conscience que si un groupe continue à gérer telle ou telle activité, il va falloir investir, mais également assumer la gestion d'une GPEC, d'une évolution des compétences, et ça aussi c'est très important dans la prise de décision. Alors c'est important dans la mesure où effectivement c'était évoqué tout à l'heure par Benoît. Faire un retournement avant une session, c'est pas toujours facile parce qu'il faut engager les équipes dans un processus et une histoire qui n'est pas vraisemblable, qui n'est pas toujours celle qui a été écrite auparavant. Donc c'est pas très simple, ça prend du temps et puis bien évidemment ça crée de l'incertitude parce qu'on commence à expliquer qu'effectivement cette activité va être vendue. Donc ça peut être quand même une contrainte au déroulement du process de vente. Mais c'est parfois indispensable. Ou alors l'autre solution c'est effectivement de discuter dans le deal du retournement et du coût du retournement et des investissements qu'il y a lieu de faire avec l'acheteur. Donc il y a un équilibre à trouver entre effectivement une démarche financière, une démarche business et puis un niveau d'engagement des collaborateurs à un moment ou un autre. Sans compter que dans toutes ces périodes, vous avez des comités de direction
qui sont en jeu. Le comité de direction de la société, enfin, ou de l'activité qui est à redresser, le comité de direction de la société qui va subsister, et puis quelque part celui de la société qui va acheter, qui va être aussi concerné par la transaction. Donc il y a des problématiques d'engagement qui sont pas négligeables. Bon, parfois il y a aussi des éléments techniques qui peuvent rentrer en ligne de compte, hein, et qui peuvent soit accélérer, soit ralentir le carve-out. Et c'est le mix des deux. Et je prendrais simplement pour exemple la problématique de l'organisation. Si vous avez à détourer une activité relativement simple, il s'agit simplement d'un transfert de société, c'est facile. Mais si vous avez à détourer une organisation qui fait partie d'un grand groupe international avec des activités processées, des organisations matricielles, des centres de services partagés aux quatre coins du monde, c'est pas tout à fait la même mécanique, c'est pas tout à fait le même process et c'est pas non plus le même temps pour réaliser cette activité. Donc on peut effectivement au-delà des aspects stratégiques, au-delà des aspects financiers, il faut avoir en tête très très tôt la façon dont on va s'y prendre pour réaliser le carve-out. Merci. Encore une fois, chaque situation, chaque entreprise est très différente. Quand on dit stratégie, ça fait appel. L'idée, c'était de faire un panorama un petit peu, effectivement, des choses qui pouvaient emmener les entreprises à vouloir garder ou opérer un carve-out. Benoît, à l'instant, Michel nous parlait du temps. Ça nous amène à la question du timing. Le timing, c'est crucial dans ce type d'opération, encore une fois, pour impliquer les stakeholders, lancer le process en interne, détourer, tout ça. Donc, quel est votre retour par rapport à ça ? Le temps est un facteur clé de succès. On voit bien que chaque dossier doit être traité de manière spécifique, avec des approches sur mesure. Emilio parlait tout à l'heure du carve-out comme étant finalement un moyen de financer de la croissance dans une stratégie un petit peu globale du groupe, notamment pour aller chercher du financement. Bon, nous, on a la plupart de nos clients qui viennent sur des problématiques un peu différentes. Ce sont soit des cessions, je dirais, d'actifs, et comme le disait Michel, qui nécessitent préalablement souvent un détourage, dans des organisations imbriquées, dans des organisations matriciales, où il faut préempter un petit peu les impacts que ça peut avoir sur la réussite de l'opération de détourage, parce que c'est pas simplement de réussir à trouver un repreneur qui reprenne l'activité, mais c'est aussi faire en sorte que cette solution de reprise qui est implémentée soit un succès, parce que nos clients, qui sont des grands groupes, ont une marque employeur, ont une responsabilité d'un point de vue social, pour faire en sorte que les solutions qu'on trouve permettent d'être pérennes. Donc, quand on est sur nous, on intervient sur des sujets de transformation multidimensionnelle, où il peut y avoir ce type d'opérations qui font partie intégrante d'un plan d'amélioration de la performance, avec bien sûr la dimension stratégique pour se recentrer sur ce qui fait le cœur de métier de demain. Mais souvent, on est aussi sur des interpellations de la part de nos clients qui anticipent que telle activité sur laquelle on n'investit plus commence à avoir des KPI qui se dégradent, et que si on ne fait rien, on reste en l'état dans 3, 4, 5 ans. On risque à devoir gérer une restructuration, un PSE ou une cessation d'activité. Donc le fait de s'y prendre à l'avance, et notamment par rapport à la typologie de la problématique à laquelle vous faites face, surtout sur une activité qui manque de taille critique, qui aujourd'hui est dans un environnement concurrentiel exacerbé, où c'est pas simplement de réduire la structure de coûts, mais c'est aussi d'envisager des investissements sur la partie marketing and sales, sur la technologie pour... si on fait face par exemple à l'obsolescence par rapport à l'environnement concurrentiel, ou sur l'outil productif, ou voire même on a des sujets où il y a des investissements qui peuvent être majeurs sur de la mise en conformité d'un point de vue environnemental ou sécurité. Et si ce n'est pas dans le cœur de métier, de la stratégie cœur de métier du client, il faut se dire qu'il faut peut-être se donner le temps d'aller chercher un acteur sur le marché qui a un positionnement, une stratégie de développement, et surtout peut-être une dynamique de croissance qui fait que le repreneur peut être aussi contributif dans la mise en place d'une solution qui est un win-win à la fois pour notre client, pour le management et les partenaires sociaux et les représentants et les salariés de l'activité qui va être cédée, et puis aussi pour le repreneur, puisque ce qu'on souhaite, c'est que la solution de reprise soit un succès aussi pour lui. Vous parlez du cas cédé plutôt que liquidé.
par exemple? Écoutez, nous, nos clients sont des grands groupes. L'approche de la procédure collective, c'est pas vraiment leur sujet. En tout cas, ils essayent d'éviter ce genre de choses. Donc c'est plutôt d'être dans l'anticipation, d'être dans la recherche de la solution constructive. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de leur permettre de réaliser que eux qui sont dans le quotidien, dans le day-to-day business, le nez dans le guidon, qu'il peut y avoir sur le marché des acteurs qui sont souvent des regional players, hein, qui connaissent un succès et qui veulent se développer sur un marché géographique connexe, ou ça peut être des acteurs de niche qui ont besoin de compléter une gamme de produits ou une offre de services, ou de s'intégrer verticalement, par exemple, dans le cadre de la stratégie de croissance et de création de valeur de leur entreprise. Ou un fonds de retournement, ou une holding de retournement. Il y en a quelques-unes dans la salle, on le sait. Et effectivement, un marché composé de gens de grande qualité en France. Absolument. Et quand on est dans ce cas de figure, eh bien, il faut avoir à l'esprit que le détourage dont on parlait tout à l'heure apporte une complexité supplémentaire et des points de vigilance qu'il faut avoir. Et ces fonds d'investissement qui n'ont pas forcément des participations, qui peuvent apporter des complémentarités ou des synergies avec l'activité qu'on souhaite leur céder, eh bien, va les amener à être vigilants sur le potentiel de redéveloppement et l'accessibilité de ce marché que l'équipe de management veut adresser demain en termes de cœur de métier, en tant qu'activité autonome. Ça veut dire aussi peut-être, parce qu'il y a un détourage, qu'on va laisser des plumes sur, par exemple, une force de frappe commerciale ou à l'export, sur une puissance d'achat qui est peut-être importante, je dirais, dans le business model. Et donc, il faut avoir à l'esprit ces investissements et qu'est-ce que ça nécessite en termes de besoins de financement. Et j'en reviens à l'analyse aussi financière par rapport au cash flow prévisionnel, de bien être certain que le business plan du repreneur nous paraît solide si on est côté cédant, pour pouvoir se dire on va avec lui. Et à partir de là, on va raconter une belle histoire pour essayer d'embarquer les équipes, et à commencer par les partenaires sociaux. Peut-être un conseil à donner aux personnes qui ne font pas beaucoup de restructuring ou de retournement, c'est un must-have, un AGI, un administrateur judiciaire à ce moment-là pour accompagner ce projet de reprise, même si on n'est pas en procédure collective, si on est vraiment en amont. C'est un must-have ? Si on a une activité qui connaît des difficultés depuis un certain temps, c'est sûr qu'un des facteurs clés de succès, ça va être le profil idéal du repreneur, qui peut amener de la contribution, notamment en termes de business, ou en tout cas, on est sûr que ce qu'on lui est en train de lui céder va devenir une brique stratégique dans sa roadmap. Mais c'est vrai que dans la partie process de mise en œuvre, on peut se dire que ça peut être intéressant d'avoir un mandataire ad hoc qui vient valider la qualité du projet de reprise. Et c'est une signature au-delà du chiffre qui est bien apprécié par les organismes de représentation du personnel également. Alors, au-delà du retournement et des boîtes distressed, en ce moment, il y a une question importante. Vous le savez tous, on a énormément de balles en l'air au niveau transactionnel, énormément de projets de carve-out, énormément de projets d'acquisition, énormément de cash, énormément de financement. Alors finalement, la question est simple. Le carve-out est un projet complexe, on vient d'en parler pendant la première partie de cette conférence. Alors, à partir du moment où il y a énormément de cash sur le marché et que tout le monde est à l'achat, est-ce que finalement la complexité du carve-out dans un marché aussi acheteur lui permet d'être on va dire, d'être privilégié par des acheteurs qui vont vouloir aller trouver la perle rare et se sentir un peu plus seul plutôt qu'en beauty contest avec plein de... Ou est-ce qu'au contraire, il y a tellement d'argent et peu de bandes passantes qu'un carve-out en ce moment, ça semble trop compliqué pour des fonds et est-ce que c'est boudé? Est-ce que c'est quelque chose de très regardé en ce moment? On peut commencer avec Emilio. Oui. Non, malgré le fait que le carve-out reste compliqué, long, c'est un processus qui peut prendre 6 mois, 12 mois, ça dépend de la complexité de l'entité ou du projet ou de la société à carve-outer. Mais je pense que vu la quantité de liquidités immense sur le marché dette et equity, le carve-out a du sens pour des sociétés qui ont besoin de
de grandir, qui ont besoin des capitaux plus ou moins coûteux, de ce que nous, les entités mêmes, les sociétés mêmes peuvent délivrer ou doivent délivrer à ses propres investisseurs, à son propre investisseur. Donc, à mon avis, les carve-out sont bienvenus. Et c'est grâce au carve-out qu'on arrive aujourd'hui à gérer les aspects stratégiques, comme on le disait tout à l'heure. Donc, il faut bien le préparer, en revanche, parce qu'un carve-out mal fait, ça ne va pas attirer, ou peut-être ça va quand même attirer des investisseurs, mais ton processus de vente ou de partenariat risque de prendre beaucoup plus de temps. Il faut convaincre les investisseurs que tous les contrats mis en place, par exemple si c'est un partenariat avec la maison, avec l'actionnaire de référence, la société qui resterait dans le capital, il faut que tous les contrats soient arm's length, comme on dit en anglais, et donc le démontrer. Et donc un carve-out mal fait qui n'est pas clair, qui ne peut pas démontrer que l'entité juridique normalement nous créer esprit pour ce carve-out, et qu'il tient bien tous les engagements, les contrats qui sont avec la maison mère sont des contrats bien faits, audités, les comptes évidemment, toute la partie comptabilité de la société carve-outée doivent être parfaits, doivent être isolés, etc. Donc ça prend du temps, il faut bien le faire, il faut pas se donner, il faut prendre le temps. Donc il faut bien planifier en avant. Et ça, c'est ce qu'on a pu voir dans notre expérience. C'est prendre en avant et le faire. Voilà, donc absolument, je suis positif. Je suis très, très pour les carve-out, si bien gérés, bien préparés. Peut-être un complément aussi. Je pense qu'il y a l'aspect de se dire, voilà, quelle sera la situation sur le marché et quelle sera l'opportunité sous l'angle du cédant. Mais pour le cédant, moi je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je crois que le premier driver, il est industriel, stratégique. Alors après, s'il y a de l'argent, tant mieux, l'opération financièrement sera encore plus successful. Mais fondamentalement, si je prends le cas d'espèce, c'est avant tout d'exécuter ce carve-out pour pouvoir se refocaliser sur la roadmap stratégique du groupe et sur les autres activités. L'activité que l'on carve-out, elle représente 100 millions de capex par an. On a besoin d'investir dans nos usines vaccins de nouvelle génération. Une usine, c'est 400 millions. Donc la première priorité, dans le cas d'espèce de Sanofi, c'est pas nécessairement de faire une superbe opération financière, c'est avant tout d'exécuter sur la roadmap stratégique et de pouvoir refocaliser les ressources internes là où elles ont plus de sens pour demain. Donc je pense qu'il y a cet équilibre, toujours le même, à trouver entre voilà, l'opportunité financière versus la roadmap stratégique. Dans le cas d'espèce, l'équation elle était assez claire dès le départ. Est-ce qu'il y a, Emilio, Pierre, est-ce qu'il y a en termes de tactique, de pré-process de M&A justement, des choses particulières à avoir en tête? Vous parliez d'avoir des contrats bulletproof pour derrière effectivement sur l'après-deal intéresser encore plus les acheteurs. Et voilà, quels sont les 2-3 trucs? Parce que évidemment, vous aurez tout au long de la journée derrière des sujets très transactionnels encore dans les autres panels, et notamment le prochain qui parle du détourage. Mais en amont de ce détourage, les 2-3 trucs très importants dans le process d'un carve-out sur la partie M&A. Je vais peut-être commencer, Emilio, si tu veux. Pour moi, le learning sur notre projet, c'est d'être très clair sur le périmètre dès le départ. Parce que vous pouvez avoir des forces un petit peu dissonantes. Certains vont dire, on fait un carve-out, on va y mettre plein de choses dont on n'a plus vraiment besoin, et de se retrouver avec un périmètre qui fait moins de sens d'un point de vue stratégique. Ou à l'inverse, de se dire, oh là là, cette partie-là elle va être plus compliquée, j'ai des enjeux sociaux dans tel ou tel pays, ça va être difficile. Non, je pense qu'il faut être très clair dès le départ sur le périmètre. Parce que derrière, il y a toute la machine qui va se lancer, le besoin de créer ces nouvelles entités juridiques, de les activer, les processus sociaux par pays, la contractualisation avec la maison mère. Et si vous n'êtes pas clair dès le départ, où vous vous dites, ok, bon, est-ce qu'on le met dedans ou pas, on verra dans 6 mois. Non, il faut être très très clair dès le départ. Ça, c'est un facteur clé de succès parce qu'après, la mécanique s'enclenche et vous êtes pris par le temps. Et derrière, parce que l'idée, c'est quand même... On a dit que c'était des opérations compliquées, qui prenaient du temps, mais c'est quand même de les délivrer le plus rapidement possible. Dans le cas qui nous occupe, nous, on veut que cette société soit indépendante le plus rapidement possible pour saisir ces nouvelles opportunités de croissance. C'est ce qui fera le succès de cette entreprise. Donc le temps compte énormément. Donc être très très clair sur le périmètre dès le départ.
Je rajoute juste en plus l'histoire qui va avec l'entité cédée ou ouverte à un partenariat. Donc la mini equity story, si on veut l'appeler comme ça, bien l'expliquer. Donc un processus M&A, tu testes le marché, normalement, donc tu as fait ta préparation en amont et tu commences à tester le marché. Si c'est un partenariat, c'est encore plus compliqué parce que c'est vraiment l'histoire qui reste, enfin l'equity story de la société dans laquelle on ouvre le capital et dans laquelle la société même reste dans le capital. Donc pourquoi on fait ça, avec quelle stratégie, quelle croissance derrière, quelle ambition, quelle prospective. Si c'est une session sèche, expliquer là encore, alors c'est un peu moins important l'equity story en termes d'equity story parce que c'est à l'acheteur de faire sa propre equity story sur l'entité à acheter, mais quand même expliquer l'histoire qu'il y a eu jusqu'à ce moment-là, pourquoi on vend et être transparent. Donc voilà, tout ça pour dire que l'histoire qu'on raconte, surtout pendant le testing pré-lancement d'un processus, est essentielle parce que ça va driver la transaction M&A elle-même. Est-ce que vous avez une idée, Emilio, à boîte égale, une boîte vanille toute seule d'un côté versus une boîte à carve-outer, est-ce qu'on perd quelques tours de multiples? Est-ce que c'est un truc qu'on voit? Parce que évidemment, si je vous dis cette boîte vous l'achetez à 18 fois, elle est toute seule de son côté, et alors que cette boîte-là vous l'achetez à 18 fois, il faut la carve-outer au même prix, vous allez peut-être privilégier celle qui est déjà un peu toute seule. Peut-être, non? Donc est-ce qu'il y a un enjeu d'aubaine aussi également de ce côté-là? D'un autre côté, un primary carve-out, c'est une opportunité pour un investisseur aussi. Donc je pense que c'est pas forcément tout dépendra du type d'investisseur, etc. Mais un investisseur pourra au contraire se dire j'ai un potentiel, j'achète cette equity story. Mais je vais bénéficier d'un discount à l'achat. Par contre, j'ai des perspectives derrière intéressantes. Donc, en fonction du profil d'investisseur, vous pouvez au contraire être plutôt attiré par ce type d'opération. Surtout si on est en hidden pearl que personne n'a vu. Oui, et pour le vendeur, normalement, on sait que tu vends, dans ta somme au départ, dans la valorisation chez toi, et devrait être moins bien valorisé qu'en la cédant ou en cédant une partie du capital. Donc évidemment, tu vas essayer de targeter un multiple plus élevé du multiple implicite de cette même entité dans ta valorisation, dans la valorisation que les analystes, par exemple, font de ta société mère. Et vous parliez au milieu de testing. Au moment où quand on commence à regarder un peu ce qui va se passer sur le marché, à voir si ça prend, on est encore un peu en amont du projet. Parfois, c'est encore extrêmement confidentiel. Il y a quelques personnes au courant. Donc, comment est-ce que ça se passe, ce sujet, pour les dirigeants dans la salle, de façon très objective, effectivement, d'aller tester un peu le marché. Vous faites accompagner par un banquier d'affaires. Vous faites un pré-beauty contest. Vous sélectionnez vous-même, contrairement à un beauty contest classique, des cibles d'acheteurs. Comment ça se passe? Ça dépend de société à société. Mais chez nous, c'est plutôt... normalement, oui, tu as un banquier d'affaires qui t'accompagne, surtout dans les grosses transactions. Pas toujours. Ça dépend vraiment de la taille et ça dépend du profil de la société qu'on va céder ou qu'on va ouvrir au capitaux tiers. C'est extrêmement délicat cette phase parce que c'est une phase où on ne demande pas normalement, à part des situations très rares, on ne demande pas de signer un NDA, donc un confidentiality agreement, parce que c'est juste du testing. On peut tester 100 investisseurs, 30 investisseurs, donc ça dépend. Et donc on fait attention, on le fait sur une base, on le fait faire par le banquier normalement, sur une base no name basis, donc pas de nom disclosé. La possibilité que ça fuite existe, surtout quand il y a des banquiers d'affaires impliqués, ça faut le admettre. Et j'étais moi-même un banquier d'affaires, donc je peux le dire à manière ouverte. Et normalement, nous, on le fait, on choisit les investisseurs, le target nous-mêmes. Donc avec l'aide du banquier d'affaires, parce qu'évidemment, lui, son carnet d'adresse est plus large que le nôtre. Mais une société comme la nôtre a quand même la facilité de connaître quand même beaucoup d'investisseurs. Donc on a nous-mêmes notre carnet d'adresse, en quelque manière. Donc c'est un mix entre nous et le banquier d'affaires. Et
et on essaie de le gérer au mieux, normalement sur une base très courte, hein, donc 3-4 jours de testing par téléphone, et à ce moment-là, on se rend compte, on prend 50% de ces gens qui ont montré un intérêt, ou 40 ou 30, enfin ça dépend, et on fait signer un NDA qui va avec. Alors après, l'intérêt de cette phase amont, c'est de pouvoir tester cette equity story ici assez vite. Les grands axes de cette equity story très tôt. Ça permet aussi d'orienter la manière dont on fera le détourage, le périmètre, etc. etc. Donc elle est risquée, mais il y a un intérêt assez fort. On peut même bloquer un processus. Hein. Ça m'est arrivé de faire un testing. On voit que c'est pas le bon moment. C'était au début du Covid d'ailleurs, donc c'était aussi le Covid qui jouait malheureusement. Et on a décidé de ne même pas lancer. Il nous reste 4-5 minutes. Est-ce qu'on a des questions déjà dans la salle par rapport aux sujets qui ont été abordés ou d'autres? Je vous laisse réfléchir. Vous avez 2 minutes pendant... Ah, peut-être ici, oui. Je vous en prie. Alors, on a un micro qui arrive. Merci, Maxine. C'est gentil. Je vous en prie, levez-vous. Oui, bonjour. J'avais une question sur les compatibilités entre l'entreprise qui cède et l'entreprise qui reprend. C'est-à-dire que très souvent, sur le registre humain, comme en fait dans une greffe d'un organe, on dit qu'il faut qu'ils aient le même ADN, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'ils soient compatibles, parce qu'on voit parfois qu'il y a des projets qui n'aboutissent pas ou qui tombent après, alors qu'on avait tout bien aligné. C'est-à-dire que la stratégie était bonne, la finance était bonne, le marché, enfin tout allait bien, et puis on n'arrive pas à faire reprendre le greffon dans la nouvelle entité. Et est-ce que vous avez un moyen pour mesurer ça avant, pour faciliter finalement, pour avoir plus de chances que ça marche? C'est une question ouverte ou elle est à quelqu'un en particulier? Non, elle est ouverte. Quand tout est aligné, il n'y a qu'une chose qui n'a peut-être pas été complètement anticipée, c'est l'engagement des collaborateurs. Et ça peut faire la différence. Et ça aussi, c'est une anticipation. Donc effectivement, il faut essayer d'analyser les enjeux ressources humaines, que ce soit l'engagement du top management, l'engagement du management intermédiaire, l'engagement même des IRP, parce que ça aussi, ça se prépare. Et c'est ce que j'appelais tout à l'heure, quelle est l'expérience collaborateur que vont vivre les collaborateurs pendant cette période. Et effectivement, c'est une façon de faire prendre, si je puis dire, la mayonnaise ou pas. Et c'est un élément qui peut être décisif. Et il ne faut pas lésiner sur le change management à ce moment-là pour onboarder tout le monde sur la partie qui sort, mais aussi, on n'en a pas encore beaucoup parlé, ça peut être un élément de décision sur le nouvel ensemble et les impacts que va avoir de sortir. Et ça, Benoît, on en avait parlé, je crois. C'est un élément clé d'avoir un programme d'accompagnement des collaborateurs, parce que il y a 2 choses souvent. On peut se mettre assez facilement, même s'il y a surprise au départ, au moment de l'annonce, on peut se mettre assez rapidement d'accord sur l'objectif, quel va être l'organisation et le business des activités rapprochées. Par contre, le chemin qui va être parcouru par le collaborateur, ça peut être entre les changements de système, de process, etc., les PSE, les ventes de sites, etc. Ça peut être des moments de discordance et de non-fonctionnement. Et ça s'anticipe et ça se prépare. Oui, on parlait tout à l'heure d'anticipation. Un dossier de carve-out, ça se prépare. C'est multidimensionnel en termes de points de vigilance à avoir en tête. Et je parlais tout à l'heure de belles histoires, notamment quand on a des activités qui sont sous-performantes et que chez l'actionnaire présent, on n'arrête pas de dire aux équipes de management ou aux salariés de cette entité qui sont mauvais, qui ne sont pas bons, etc., alors qu'on ne leur donne pas les moyens de s'exprimer. Donc déjà, il y a une dimension sur comment rassurer les collaborateurs sur le fait que c'est une opportunité de se séparer du groupe qui peut, pour certains salariés de grands groupes, être perçu comme étant un élément de sécurité. Je travaille dans un grand groupe, voilà, qui a les moyens, et de leur expliquer que demain, c'est peut-être plus intéressant pour eux de pouvoir se mouvoir dans une entité qui sera supportée par une activité ou en tout cas un nouvel actionnaire qui va considérer que leur activité est cœur de métier.
Donc il y a cette belle histoire qu'il faut essayer de raconter. Quand on est sur des activités qui en plus vont pas très bien, c'est de montrer qu'il faut se donner les moyens d'aller chercher le bon repreneur qui, de par ses performances en termes de track record récent, en termes de développement et en termes de fit, je parlais de briques stratégiques tout à l'heure, vont nous permettre de raconter une belle histoire sur le fait que ils ont plutôt intérêt à basculer dans cette nouvelle aventure. Mais quand on en vient à l'aspect purement humain, purement individuel, comme le dit Michel, ça se prépare. Ça se prépare, il faut rassurer, il faut embarquer. Et il y a quelquefois du management un petit peu interculturel à faire pour qu'on arrive à créer les passerelles. Comme disent les Anglais, you must pave the way. Ça se prépare. Merci beaucoup, Benoît. Je vous propose d'applaudir nos intervenants. Vous avez un moment de networking café de quelques minutes, ce après quoi, ici, vous parlerez détourage, préparer et maîtriser son carve-out, justement pour entrer dans le détail du détourage. Merci infiniment.